Je m'appelle Renata Pancoup, je travaille dans le réseau des médiathèques de Strasbourg et là actuellement je suis sur un projet d'une construction d'une nouvelle médiathèque qui devrait ouvrir dans un an et quelques, 2023. Et on projette du coup effectivement de mettre en place dès l'ouverture un espace facile à lire. D'accord. Ensuite, j'ai Catherine de la médiathèque de Valogne. Catherine François, donc je travaille effectivement à la médiathèque de Valogne, dans la Manche. Nous avions mis en place un petit coin facile à lire, et donc on aimerait effectivement l'animer un petit peu plus, et voilà, c'est ça qu'on est là aujourd'hui. Karine, pardon. Bonjour, moi je viens de la bibliothèque du Trait. Voilà, nous avons mis un petit espace aussi facile à lire et on aimerait bien pouvoir l'animer. Voilà. C'est quel département? 76. D'accord. Élodie Lefebvre, on ne vous voit pas, mais peut-être que vous pouvez… Ouais. Oui, elle a dit qu'elle se présenterait par écrit. D'accord. Katia Donné. Oui, bonjour, je suis Katia Donné. Moi, je travaille à la bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen, donc dans la métropole rouennaise, et je suis en fait responsable des collections jeunes adultes, emploi, formation et parascolaire, et également de tout ce qui est dimension sociale à la bibliothèque. Et justement, on est en pleine réflexion sur la mise en place. On a déjà un fonds Lire autrement, en fait, dédié à la jeunesse, mais on est en pleine réflexion justement sur la mise en place d'un fonds facile à lire. Voilà. Vous avez fait des choses autour de la langue des signes à Sotteville? Oui, tout à fait. Hein, le petit guide de conversation, je le donne souvent en exemple. Ah bah super. C'est ma collègue Céline Montedori qui avait déjà suivi beaucoup de formations avec vous et oui, qui est qui est référente handicap en fait, voilà, Ouais. pour la jeunesse. Merci Katia. Alors, il y a Élodie qui se présente. Voilà, je bonjour. suis de la bibliothèque. Ah, j'ai pas eu le temps de lire tout. Je suis de la bibliothèque de Grand Couronne, ville d'environ 10 000 habitants proche de Rouen. Nous avons le projet de mettre en place un spot facile à lire, que ce soit en adulte ou en jeunesse, où on a commencé un fonds 10. Merci Élodie. Après, j'aurai Nadège Gaëri. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis de la médiathèque sur le réseau des médiathèques de Pierre Aglo. À la médiathèque, on a déjà un petit fonds en fait facile à lire et des livres pour les lecteurs dyslexiques. Et j'aimerais voilà voir comment faire pour le mettre en valeur, l'animer, faire des choses autour. J'ai ensuite, alors je connais pas votre prénom parce que j'ai la médiathèque Les Pieux au Pieux. Ah oui. Dans la Manche. Si vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Véronique Bigot, donc de la médiathèque des Pieux dans la Manche à côté de Cherbourg. J'avais suivi la formation à la BDM de la Manche il y a 2-3 ans. Et donc, suite à ça, l'année dernière, on a un petit peu travaillé sur nos collections, nos achats aussi pour commencer à monter un fonds facile à lire. On a du mobilier qui devrait arriver là dans les semaines à venir. Et donc, voilà, on voudrait voir un petit peu pour l'animer, comment le mettre en valeur. Ah, c'est bien. Moi, je me demandais justement comment ça se passait maintenant dans la Manche parce qu'il y avait eu des formations il y a déjà plusieurs années. Et depuis, je ne vois plus rien passer à la bibliothèque départementale. Donc, moi, j'y pensais, mais bon, voilà, il fallait les budgets et puis on a profité de la subvention de RAC et puis voilà. D'accord. Merci. Sinon, j'ai Sabine Delconné qu'on ne voit pas, mais peut-être que vous pouvez nous parler. Si vous le pouvez, vous pouvez aussi vous présenter dans le chat. On lira votre présentation. Je vais passer la parole. Alors, j'ai Isabelle Vazard, mais je vois que ce n'est pas Isabelle.
Vous m'entendez? Oui? Alors non, c'est pas Isabelle. Isabelle m'a repassé le flambeau pour aujourd'hui. Donc moi, je suis Améline Legrain. Je travaille à la médiathèque de Condé-sur-Noireau, donc dans le Calvados depuis 2 ans maintenant. Et donc, après avoir mis en place un rayon feel good romance, justement pour donner à nos lecteurs un secteur qui change un petit peu et qui est un peu plus abordable dans enfin, au vu de la période qu'on traverse en ce moment, on aimerait aller un petit peu plus loin en mettant en place un secteur facile à lire, d'autant plus que ça fait maintenant 2 ans qu'on est aussi dans le dispositif des livres à soi, donc pour les enfants et les parents, et on a de la chance d'avoir déjà un partenariat assez important au niveau local par rapport à ce dispositif-là, et on aimerait en profiter pour mettre du coup ce travail déjà élaboré au profit d'un secteur facile à lire. D'accord. Après, Fabienne Dumont. Oui, bonjour. Donc moi, je viens de Lyon. Je travaille à la bibliothèque municipale de Lyon. Donc, je travaille dans le service mobile, donc le bibliobus. Ah oui. Du coup, nous, nos publics de quartier sont vraiment touchés en fait par un fonds de ce type-là. Et j'interviens également dans ce cadre-là à la prison de la maison d'arrêt de Lyon-Corba. Donc du coup, moi j'ai mis en place une sorte d'équivalent que j'ai appelé parce que quand j'ai pris mes fonctions, j'avais pas eu vent du facile à lire. Du coup, j'ai mis quelque chose un peu de similaire en place là-bas qui s'appelle Vite lu, bien lu. Bon, c'est sur à peu près les mêmes principes parce que je trouvais que facile à lire. Au début, quand j'ai monté ce fonds, il y a 8 ans, je me suis dit peut-être que si quelqu'un prend le livre et qu'il voit facile à lire et qu'il n'y arrive pas, ça va être compliqué pour lui. Après, voilà, Ça se discute. Depuis mes réflexions, mon analyse de l'appellation a un petit peu changé, mais bon, du coup, j'ai pas changé et voilà. Donc, il y a un petit fonds là-bas qui existe sur la maison d'arrêt. C'est super difficile de le faire bouger, ce fonds-là. Pour l'instant, on n'a pas de meubles dédiés et bon, voilà, donc du coup, il y a plein de choses à faire, une marge de progression super importante, mais c'est enthousiasmant, quoi. C'est chouette. Et puis, là, vous pouvez vous rapprocher de bibliothèques qui travaillent avec les prisons parce que c'est vrai que c'est très particulier. Il y a de toute façon beaucoup de difficultés pour travailler dans ce domaine-là, mais il y a des exemples vraiment intéressantes, peut-être donc à voir avec l'Oise ou avec la Bretagne ou les Pays de Loire, ce qui s'est fait. Oui, tout à fait. Au niveau des prisons bretonnes, ça bouge vraiment beaucoup. C'est chouette. Moi, je regarde souvent via le groupe accessibilité de l'ABF aussi. Je suis pas mal, et c'est vrai que c'est inspirant, c'est chouette. Et juste pour fermer la parenthèse sur la prison, parce que je pense pas que ça va intéresser vraiment tout le monde, mais le gros écueil de la chose, c'est qu'on n'a pas vraiment de réseau. C'est que chacun fait un petit peu. Vous en Bretagne, vous êtes plutôt bien, bien réseauté, mais après au niveau national, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, comme pour tous les domaines, la mutualisation, elle est hyper importante là aussi. Bah oui. Donc, ça se travaille les réseaux. Je vais vous mettre les coordonnées de mes 2 collègues qui sont chargés à la fois de la culture et de la lecture en prison. Notamment ma collègue qui a installé en fait des bibliothèques dans tous les espaces pour les mineurs. Ça peut être intéressant d'échanger avec eux. Je vous mets ça tout à l'heure dans le chat. Mais à part ça, à Lyon, c'est pas quelque chose qui soit impulsé sur tout le réseau des bibliothèques de Lyon? Alors, au niveau aussi du réseau, ça a un petit peu changé. Moi, je fais partie au niveau plus général de toutes les bibliothèques. Il y a 17 bibliothèques à Lyon. C'est quand même assez énorme comme réseau. On a mis en place des espaces faciles à lire il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Après, on n'est toujours pas référencé. Je pense que ça va être un travail qu'il faut qu'on mène, enfin qu'on le fasse. Voilà. Et après, c'est parfois difficile sur un gros réseau qui a moi je trouve des pratiques un petit peu
enfin enquisté, mais disons, voilà, Oui. de faire voilà, un petit peu bouger les choses, mais en tout cas, c'est bien dans l'optique, je pense, et de notre direction sur la bibliothèque et puis de nos élus, je pense aussi. On C'est a encore difficile, les grandes villes, de toute façon, forcément. Il y a ce sont des institutions difficiles à bouger, il y a toute la hiérarchie. On a beau faire, hein, il y a une c'est ça, hiérarchie. c'est ça. Je Les choses connais, prennent- j'ai travaillé à Rennes, au Champ ouais, Libre à Rennes, donc voilà, je connais ouais. bien, c'est dur. Ouais. Mais après, voilà, il y a une grosse marge, enfin une marge de progression en tout cas, et c'est chouette. Puis il y a un devoir d'exemplarité, je dirais. Il faut Mais quand même que les grandes exactement. villes, c'est important. C'est bien que Lille, justement, s'y soit mise, et voilà, Ouais, grande ville aussi. ouais, tout à fait. Merci. Voilà. Après, j'ai Céline qu'on ne voit pas. Alors, je ne sais pas, Céline, si vous pouvez si vous avez la possibilité de vous présenter. Peut-être pas. Sinon, Stéphane Potel, est-ce que tu veux te présenter, Stéphane? On n'a pas fait notre présentation non plus. Tu peux répéter, Agnès, s'il te plaît? Pardon, est-ce que tu peux te présenter, Stéphane? Parce que c'est vrai que j'aurais dû le faire dès le départ. Ouais, c'est pas grave. Donc, alors, Stéphane Potel, je travaille à la médiathèque départementale de la Seine-Maritime. Voilà. Et puis, on participe avec Marie Souchet, donc une de mes collègues, auprès de plusieurs kits faciles à lire. On est en train de monter des collections faciles à lire aussi. Voilà. Pour l'instant, sur 4 kits, on en a prêté 3 dans les bibliothèques du département. Et ça intéresse pas mal de monde, apparemment. C'est quelque chose qui se développe. Et comme disait Françoise Zarzowski ce matin, à partir du moment où on travaille pour les publics empêchés de façon générale ou qui ont un peu plus de difficultés, ça sert à tout le monde. Et ça, je crois que c'est une prise de conscience qui est de plus en plus importante et c'est en train de monter en puissance. Du coup, après, alors je ne pense pas que ce soit la bonne personne, mais j'ai Pierre Bénard, hein, ça doit être le… Oui, c'est moi. Vous m'entendez bien? Oui. Alors en fait, je m'appelle Camille Jean, mais j'ai le compte de mon compagnon, le compte Google. Donc voilà, je ne suis pas Pierre Bénard. Moi, je travaille à la bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair et en fait, je vais reprendre le flambeau du facile à lire avec ma collègue Laure Gombeau. Donc c'est pour ça que je suis là, pour voir un petit peu comment ça se goupille, tout ça. Donc, j'ai pas bien compris, vous êtes sur quelle bibliothèque à Caen, du coup? Hérouville Saint-Clair. Hérouville Saint-Clair, oui, d'accord, bien sûr. Oui, je la connais bien. Après, j'ai Olivera, si tu veux te présenter, Olivera. Ah, on ne t'entend pas. Bonjour, donc Olivera Lajon de la médiathèque de Fontaine-et-Toufour. C'est une petite commune qui se situe à 12 km de Caen. Nous n'avons pas de fonds facile à lire, d'espace en tout cas facile à lire, mais nous avons un public de jeunes personnes handicapées qui viennent tous les 15 jours à la médiathèque et on mène des actions avec ce public. On a aussi commencé à constituer un fonds 10 parce que il y a une demande en fait qui s'est mise en place de la part de parents. Et puis voilà, parfois on rencontre aussi des adultes qui ont décroché de la lecture et on essaye de répondre pour leur redonner le goût de la lecture en leur proposant des livres faciles à lire. Donc voilà, alors je surveille de près ce qui se passe à la bibliothèque de Caen par rapport aux propositions qui sont faites. Et voilà, donc ça m'intéresse peut-être de proposer avec le label Facile à lire dans notre bibliothèque une petite étagère. Alors l'idée d'étagère en carton, c'est sympa aussi. Et puis ce matin, j'ai vu qu'une collègue de la communauté de communes dont la commune dépend était présente aussi. Donc ça pourrait peut-être être un projet en réseau. Voilà. Bien sûr. Bien, merci Olivera. Du coup, je peux passer la parole à Ourdia Siab.
Bonjour Ourdia. Ah, il faut que tu actives ton micro, Ourdia. Ça y est. Oui, voilà. Donc moi, je travaille actuellement avec… Est-ce que vous m'entendez? Pas, mais vas-y, on entend. Ouais. Donc je suis avec Eric Mopet, mon collègue que vous avez à la médiathèque, de la bibliothèque de quartier, dépendant de la bibliothèque de Fécamp. Juste rappeler que mon collègue Eric, oui, il n'en a pas trop parlé, mais il a fait depuis une vingtaine d'années un très gros travail de médiation au niveau de ce quartier de Fécamp, quartier avec une maison de population en public empêché, beaucoup. Hein. Et donc, en particulier, je ne sais pas si vous en souvenez, Agnès, on avait monté une armoire à lire qui avait été présentée au Salon Jeunesse de Rouen il y a quelques années. C'est un outil qui fonctionne bien et qui partait sur les mêmes bases un peu du facile à lire, c'est-à-dire ça avait été construit qu'une maison de quartier à l'époque, et puis à partir d'un projet co-construit avec le choix des livres, etc., une association de ce projet-là a déjà existé finalement, et donc il y a une réflexion en cours pour faire mûrir, élaborer un outil de facile à lire sur l'ensemble du quartier avec les différents partenaires. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais Ourdia travaille à la bibliothèque de Fécamp. Oui, voilà. C'est bon. Je vais laisser la parole à Viviane d'Acosta. Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille à la bibliothèque Galilée de Wassel. Donc, je viens d'arriver là. Ça fait maintenant 4 ans que je suis un reclassement professionnel, en fait. Et donc, l'année dernière, j'ai fait la formation ABF, auxiliaire de bibliothèque. Et puis, donc, à la bibliothèque de Galilée, on aimerait mettre en place un pôle facile à lire, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des besoins au niveau de plusieurs enfants que j'ai remarqué qui étaient en difficulté scolaire. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait aussi quelques adultes qui accompagnent ces enfants-là et qui sont pas forcément à la lecture, mais qui ont une certaine curiosité, qui aimeraient y aller, mais qui n'osent pas, etc. Donc, je pense que ce serait judicieux de mettre en place un facile à lire, quoi. Facile d'accès, facile de tout, quoi, pour redynamiser un peu la lecture auprès des grands-parents, par exemple, qui se sentent plus trop concernés parce que voilà, ils ont décroché plus longtemps, ils n'ont plus d'enfants, et puis ils s'y remettent un peu avec les petits-enfants qui les accompagnent aux bibliothèques, quoi. Voilà. Donc tout est à faire à Wassel. Voilà. Du coup, je peux passer peut-être la parole à Marie Dubost. Bonjour, Marie Dubost, je travaille à la médiathèque de Blainville-sur-Orne au nord de Caen. Je suis chargée du secteur adulte dans cette médiathèque et jusqu'ici, il n'y avait pas de dispositif particulier à destination des publics plus éloignés de la lecture ou de la culture plus généralement. Et donc, je suis en train de chercher à développer un espace facile à lire. Voilà. Merci. Je vois que Sabine nous a mis, s'est présentée dans le chat. Je vous lis, Sabine Delconnet, excusez-moi, bibliothèque de Fontaine-le-Bourg, 17 000 habitants près de Rouen. Et j'ai tout à découvrir sur le facile à lire. Je remarque que les parents accompagnant les enfants à la bibliothèque, mais n'osent pas prendre les livres. Intéressant comme axe aussi d'approche pour le facile à lire. Je suis sûre d'avoir oublié des personnes parce que mon écran bouge tout le temps. Si quelqu'un ne s'est pas présenté et qu'il n'hésite pas à le faire. Alors, je pense à peu près tout le monde. On va vous laisser un peu la parole, Françoise, pour démarrer l'atelier. N'hésitez pas du tout à intervenir ou à poser vos questions. Voilà. Oui, parce que là, donc cet après-midi, qui dit atelier dit participation. Donc là, je ne vais pas parler autant que ce matin. Moi, mon idée, c'est vraiment qu'on échange. Et si possible, donc, j'avais donné une petite consigne en amont. J'espère qu'elle vous a été transmise et que vous avez, même si tout le monde n'a pas, mais quelques personnes ont réfléchi à
un exemple de livre et à faire l'esquisse un petit peu d'une médiation pour qu'on soit vraiment dans le concret, parce que voilà, le but, c'est pas de faire de la théorie sur la médiation. Alors peut-être juste avant ce côté accueil de groupe et médiation, animer un espace facile à lire, ça va d'abord vouloir dire le faire connaître. Alors avec quels moyens vous pensez pouvoir faire connaître votre espace une fois que vous l'aurez créé ou si vous l'avez déjà créé? Alors comme ça, un petit peu brainstorming, quelles idées vous auriez, comment faire connaître cette dynamique facile à lire. Allez-y, je ne sais pas les prénoms du coup. Non, Véronique, oui. Médiatique. Les pieux, oui. Je sais pas, la première chose, c'est d'abord la médiation. Bah, si l'espace est situé à l'entrée de la bibliothèque, quelque chose de visible, c'est vraiment pour les personnes qui rentrent dans la bibliothèque et pour flécher, parce que les demandes qu'on a quand même beaucoup, ce sont des ouvrages pour adultes qui rentrent dans cette catégorie facile à lire ou des feel good, ou voilà. Et c'est vrai que de présenter l'espace aux personnes qui rentrent et de le mettre bien en évidence et dès l'entrée de la bibliothèque, c'est déjà une des premières choses à mettre en place avant de faire la communication sur l'extérieur, en fait. C'est vraiment déjà aux personnes qui viennent dans l'établissement d'expliquer un petit peu le concept aussi, parce qu'on a commencé à mettre des pictogrammes sur les livres et les gens commencent à nous interroger avant que l'espace soit mis en place et on commence déjà à en parler, mais c'est vraiment la communication avec les lecteurs et qu'ils en parlent autour d'eux, quoi. Ouais, donc le mobilier bien en évidence, avec la signalétique aussi. Donc c'est là où l'importance de ce logo, bon, qui au début tout le monde ne la bibliothèque. Hein. Il y a des bibliothèques qui ont voulu appeler ça autrement, puis qui ne voulaient pas justement apposer un logo. Et puis bon, maintenant, il s'est imposé ce logo parce que on était parti aussi avec le logo de l'inclusion Europe, vous savez, le logo du FALC, facile à lire et à comprendre. Bah parce qu'on avait cherché ce qui existait, donc on a utilisé ce logo du petit bonhomme bleu là qui tend le pouce. Et puis on s'est rendu compte que ça créait des confusions. Les associations, notamment concernées par le handicap mental, pensaient que c'était exclusivement pour leur public. Donc on s'est dit, ça colle pas, et il faut créer quelque chose de spécifique, et d'où ce travail avec un graphiste pour trouver une déclinaison du premier logo parce qu'il lui ressemble un petit peu, mais en même temps, il est différent. Et maintenant, il est devenu vraiment connu et je pense qu'il y a de moins en moins de bibliothèques qui se posent la question au début ou qui hésitent moins et on met le logo. Effectivement, c'est déjà une manière de faire connaître, y compris avec les questions que ça peut susciter ou les remarques. Ah bon, facile à lire, c'est quoi ? Donc, on pourrait aussi imaginer le même type de mobilier sans mettre la signalétique, mais quelque part, quand on la met, ça veut dire qu'on assume ça. On assume la démarche en tant que bibliothécaire, et ça, c'est important. Et nous, il nous semble vraiment qu'il faut l'assumer jusqu'au bout. Parce que sinon, si on ne met pas de logo, c'est quelque part, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on fait ou qu'on a soi-même des préjugés sur ce type de fond. Vous voyez ce que je veux dire? On ne met pas de logo parce qu'on ne veut pas discriminer. Si on pense ça, ça veut dire qu'on pense que les collections sont de moins bonne qualité. Alors que le fait de l'afficher, ça montre qu'on en est fier, quoi. Et si on en est fier, ça va se sentir du côté des personnes en face. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire connaître? C'est référencé sur votre blog et sur le truc du ministère de la Culture. Ouais, j'ai vu qu'on n'y était pas. Mettez le ministère avant parce que vous allez me faire des ennemis là. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu qu'on n'y était pas, donc il faut que je vous envoie ça, il faut que je vous envoie des photos. Ouais. Non, c'est la démarche officielle, c'est le ministère. Ouais. Moi, c'est simplement le blog, je l'ai créé parce qu'au début, il n'y avait que le blog de livres et lecture en Bretagne qui, évidemment, ne présente que les exemples en Bretagne, c'est logique, c'est leur mission. Et moi, au fur et à mesure, j'ai vu des projets intéressants sur tout le territoire français. Je me suis dit, il faut en parler.
parce que c'est important, ça donne des exemples à d'autres lieux qui démarrent. Et voilà pourquoi j'ai fait ce petit blog. Mais la démarche officielle, effectivement, c'est d'inscrire sa demande sur le portail du ministère de la Culture afin d'obtenir ce fameux logo officiel. Alors, plus localement, sur votre commune ou votre territoire, comment vous pouvez le faire connaître? Alors, Viviane, oui? Oui, je me demandais, est-ce qu'il est vraiment, enfin, je ne sais pas trop comment tourner ça, est-ce qu'il est vraiment indispensable de faire partie du réseau du facile à lire pour avoir le droit d'en faire? Est-ce que c'est acceptable de ne pas faire partie du réseau? Non, il n'y a pas d'obligation de déposer un dossier auprès du ministère. Théoriquement, pour utiliser le logo, il faut quand même avoir fait la demande, dans la mesure où le ministère de la Culture a racheté les droits du logo. Au début, c'était Livre et Lecture en Bretagne, hein, puisque c'est une création bretonne aussi, hein, c'est un graphiste breton qui l'a fait, donc il y a quand même un certain droit de propriété, si vous voulez. Donc, le ministère a racheté les droits du logo. Donc, théoriquement, oui, ils peuvent vous dire comment vous utilisez le logo sans avoir fait la demande. Bon, c'est pas leur but, hein, il n'y aura pas de sanction, mais le fait de faire la demande, c'est surtout de se mettre dans un réseau pour que ça se sache et qu'il y ait un retour quelque part sur tout ce qui existe sur le territoire. Oui, c'est important de savoir. Quand je vous ai montré la carte ce matin, bah, c'est important parce que après les régions se disent oh bah tiens, on est dans une zone où il y a beaucoup de balises, ou inversement, oh bah on est dans une zone blanche, bah il va peut-être falloir qu'on y aille, quoi, parce que il y a du boulot à faire. Donc ça donne quand même à voir tout ce travail qui est fait par les bibliothèques et avec les partenaires. Donc c'est important à un moment donné. Oui, oui. Ouais, je vois. Mais il n'y a pas d'obligation légale, bien sûr. Mais... Est-ce que vous connaissez des endroits où il y a du facile à lire qui se fait en dehors du réseau? Est-ce que vous avez connaissance bah oui, ça m'est arrivé parce qu'il y en a qui démarrent le projet puis qui ne pensent pas forcément à déposer la demande au ministère et qui utilisent quand même. Et puis tous ceux qui étaient avant, qui avaient démarré des projets avant que le ministère ne s'empare du logo aussi. Donc à un moment donné, on se disait, mais en Bretagne, il nous manque plein de balises, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est parce que on avait l'antériorité, donc les bibliothèques n'avaient pas jugé. Nous, on avait déjà une charte à signer quand même. Nous, on a fait ça sur la région. On a demandé à ce que toutes les bibliothèques signent une charte. Donc, c'est plutôt un engagement moral. Mais moi, je pense que c'est important quand même. C'est pas pour refaire de l'administration, mais c'est pour montrer qu'on a bien compris la démarche et qu'on s'inscrit dedans, et pour ne pas utiliser non plus l'appellation pour tout et n'importe quoi. Parce qu'après, on pourrait imaginer des glissements et que, voilà, petit à petit, bah, je sais pas, on parlait des collections jeunesse. Pour moi, c'est pas la même démarche. Les collections pour les 10 ou d'autres collections qui commencera à s'appeler facile à lire. Enfin, après, il y aurait une ambiguïté. Oui, tout à fait. Donc, et puis, c'est pour rappeler tout le temps l'objectif de lutte contre l'illettrisme et les objectifs d'inclusion sociale. Parce qu'il y a aussi un petit risque, c'est que les bibliothèques d'emblée travaillent avec la maison de retraite d'à côté et le lycée, par exemple, et puis oublient complètement l'aspect social, quoi. Parce qu'il y a une habitude de travail avec la maison de retraite et que c'est des partenaires plus captifs, c'est des établissements, donc c'est plus facile. Et justement, le paradoxe, il est là, c'est qu'en fait, on veut toucher les gens qui ne fréquentent pas la bibliothèque. Donc, ah oui, l'information reste à la bibliothèque, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Oui, puis c'est famille par famille, personne par personne. Alors qu'évidemment, si vous avez un EHPAD, bon, bah là, c'est l'établissement qui s'engage au nom de ses résidents. Donc, évidemment, est un peu plus aisé, quoi. Ok.
Donc après, localement, une fois que vous avez créé votre espace, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit connu dans votre commune? Dans la presse? Oui, voilà. Donc ça, c'est important, la presse régionale et le bulletin municipal, etc. Et pour qu'ils aient envie, parce que alors le quotidien régional, il fait un article quand il y a quelque chose d'un petit peu marquant. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire une inauguration. Dans tous les lieux où ça s'est fait, c'est super important. Ça a eu vraiment de projet, un lancement de projet. Alors, même si c'est un petit fond, peu importe, mais ça veut dire que là, il y a vos élus qui feront un petit speech. Vous inviterez les partenaires. Alors, ce n'est pas pour les publics concernés, hein, c'est vraiment pour élus et partenaires, mais ça marque le coup. Il y a parfois des élus des communes d'à côté qui viennent voir. Donc, c'est important de montrer un exemple. Et puis, vous pouvez en faire un moment un petit peu festif dès qu'on aura le droit à nouveau de faire entrer des comédiens, des musiciens, pourquoi pas une petite lecture à haute voix, agrémentée de musique, voilà, pour mettre en valeur le facile à lire. C'est des petits temps forts, c'est un petit temps fort qui va marquer quand même, je pense, les partenaires. Et puis, il y a des professionnels aussi, du coup, des collègues qui pourront venir voir aussi des communes d'à côté. C'est l'occasion d'échanger. Donc, moi, ça me paraît, après, ce n'est pas une obligation non plus, mais ça me paraît sympa. Et bon, j'ai été invitée plusieurs fois à des inaugurations. Je trouvais qu'il se jouait quelque chose là, que parfois les partenaires se rencontrent à ce moment-là. Donc, parfois, on a du mal à obtenir un rendez-vous. Puis là, au moment d'une inauguration, ben, on les croise, le verre à la main. Et puis voilà, il y a des choses qui passent et des liens qui se tissent peut-être plus facilement. Et donc, après, ben, il y a tout ce travail voilà. Oui, monter un présentoir dans les épiceries sociales, oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est tout ce côté hors les murs hein, dont je parlais ce matin qui est important. Donc ça fait connaître. Si les livres et le logo facile à lire est dans plusieurs endroits de la ville, bah oui, les gens vont forcément en parler. Ah tiens, maintenant, j'ai vu qu'à la poste ou à l'épicerie, à l'épicerie sociale, ils ont mis des petits bacs à livres. Bon, voilà, ça fait parler. Donc après, c'est le travail de sensibilisation des partenaires, parce que parfois, il faut les convaincre. Ils ne sont pas tous issus des mêmes formations que nous. Moi, j'ai remarqué ça souvent. Les animateurs ou les formateurs ils sont dans une autre logique professionnelle, donc c'est pas forcément une évidence pour eux d'amener à la bibliothèque. Donc, ça passe par une explication, leur expliquer ce que c'est, facile à lire, leur remettre les petites plaquettes nationales là, qui ont été éditées et leur donner à voir toute la variété des supports qu'on peut avoir en bibliothèque et qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc ça, c'est un premier travail préalable, hein, parce que si vous n'avez pas fait ce temps festif pour marquer le début du projet, si vous n'avez pas sensibilisé les partenaires, après, ils ne vont pas amener des groupes. Donc, après, on en arrive effectivement. Alors, vous ne travaillez pas avec tous les partenaires en même temps. Il faut faire déjà avec ceux que vous avez et puis avec les plus volontaires pour démarrer. Pas la peine de se casser les dents avec quelqu'un qui n'a pas envie. Donc, prendre le partenaire le plus évident qui a envie d'être dans ce projet-là. Ah, d'accord. À bientôt, Viviane. Et petit à petit, aller en démarcher d'autres. Mais après, c'est à vous d'inscrire ça dans le temps, suivant vos possibilités, bien sûr. Il vaut mieux démarrer bien avec un partenaire que d'essayer d'en toucher 10 et puis de le faire à moitié, quoi. Mais en pensant toujours à la double entrée, partenaire
donc les médico-sociaux, je vais appeler ça comme ça, médico-sociaux, et puis les partenaires sociaux, où là, on sera vraiment dans la recherche de personnes en difficulté avec l'écrit. Alors que médico-sociaux, bah, on est plus dans quelque chose d'important aussi, mais qui est bah, le travail avec les personnes âgées ou avec des établissements foyer handicap. Alors, l'intérêt, par exemple, je reviens un peu au prix parce que il est un peu emblématique quand même sur certains territoires comme Caen ou en Bretagne, c'est qu'il fédère tous les partenaires en même temps. Donc, c'est pas, enfin, pour un seul enfin, c'est un projet un peu important, bien sûr, mais l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir être décliné d'une manière différente avec chacun des partenaires pour une même base finalement qui est, bah, on part de 10 livres et puis 8 livres. Enfin, nous, c'est 8, je crois, c'est 8 aussi à Caen. On part de 8 livres et à partir de là, voilà, on part dans beaucoup de directions possibles et toutes les idées des partenaires sont bonnes à prendre. Et là, enfin, nous, qui participent à notre prix, bah, tous, enfin, les apprenants donc qui sont en réapprentissage de la lecture, des publics étrangers, les résidents d'EHPAD, les résidents de foyers médicalisés, parfois des jeunes de lycée pro, donc des publics très divers et variés, et qu'on arrive à fédérer finalement autour de juste une sélection de livres. C'est assez magique quand même ce qui se passe, je trouve. Alors, je ne sais pas si les collègues qui sont autour de Caen ont un petit peu suivi les prix, le prix actuel, puisqu'il y en a un qui a été un peu prolongé, je crois. Est-ce que vous avez vu de plus près peut-être? Est-ce que vous avez participé à des rencontres ou il y a plusieurs collègues qui sont pas loin de Caen? Bah, et puis, j'ai oublié votre prénom, je suis désolée, mademoiselle qui est à Hérouville. Ouais, je m'appelle Camille. Oui, effectivement, le prix 2020, il a été prolongé, mais j'ai pas trop suivi parce qu'il n'y a pas eu d'animation autour, bien évidemment. Mais je sais qu'il y a pas mal de partenaires qui y participent en effet. Et chaque année, c'est un bon moment de convivialité et tout ça. Ça marche bien. Ah oui, il y a énormément de partenaires à Caen. Ouais. Vous avez le PIAF déjà, là, l'organisme d'insertion, et puis vous êtes sur un contrat territoire lecture. Oui. Alors, pour ceux qui sont sur un dispositif contrat territoire lecture, évidemment, ça va renforcer encore plus ce projet, puisque ça rentre pleinement dans les objectifs des CTL. Donc, voilà, ça peut être ça peut être, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme dispositif encore? Parfois les contrats de réussite éducative, il y a des choses de ce genre-là, dans le cadre de la politique de la ville. Enfin, voilà, il faut regarder quel projet de territoire peut permettre d'y inscrire ce projet facile à lire et du coup d'agglomérer les partenaires autour de ça, puis d'avoir l'approbation des élus, hein, parce que dans le fait de faire connaître, la place des élus est importante aussi. Les élus, c'est quand même à eux de porter ce projet-là. Enfin, on est sur des bibliothèques là, municipales, donc c'est quand même un projet politique au départ. Donc, évidemment que quand il y a une volonté politique forte, ça va s'ancrer beaucoup plus profondément que si c'est un bibliothécaire très militant, mais qu'il n'y a pas de répondant à la mairie, c'est sûr que là, c'est plus dur. Alors, au niveau de ce qu'on appelle médiation, est-ce que vous avez des exemples? Alors, qui a apporté un exemple de livre et réfléchi un petit peu à… Alors, ça peut être un exercice de style ou peut-être que vous vous êtes basé sur des choses que vous avez réellement faites, je ne sais pas. Qui a quelque chose à proposer? Olivera, je vois que vous cherchez un livre.
Ah, mais en plus, je l'avais celui-là. Allez-y. C'est un livre que j'aime beaucoup et je crois qu'il a dû faire partie aussi d'une sélection. Ouais. J'ai vu la couverture en fait. Il est dans notre prix cette année. Ouais. D'accord, voilà. C'est Amoureux de Hélène Delforge et Quentin Gréban. Je pense que vous devez le connaître parce que voilà, il y a eu aussi Maman. Et ouais. Alors, en fait, c'est un livre que j'avais déjà proposé à une lectrice parce que voilà, elle savait pas trop quoi lire et elle voulait aller vite. Et je lui ai proposé ce livre. Il y a de très belles illustrations et des textes qui sont assez courts, qui accompagnent voilà l'illustration. Et voilà, il y a plein de voilà, et aussi, je l'avais tout à l'heure, je parlais du groupe d'adultes handicapés. Au moment de la Saint-Valentin, voilà, c'était l'occasion de leur présenter, de leur lire. Alors, on n'a pas tout lu, on a lu que quelques passages, mais voilà, c'est un bon livre en fait pour faire une animation, aussi parce qu'il est grand et donc quand on s'adresse à plusieurs personnes, c'est bien pour pouvoir le voir. Et voilà, enfin, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire, mais voilà, c'est un bel outil pour faire de la médiation autour d'un espace facile à lire. Enfin, il me semble. Donc, comment ça s'était passé la séance alors quand vous l'avez présenté? Comment vous avez procédé? Eh bien, alors après, on s'adresse, il y a 6 adultes, donc amoureux, et puis après, j'ai pris un peu, presque au hasard. Donc voilà, je leur présentais le livre avec l'illustration et je leur lisais le texte, voilà, comme ça, de loin, on va dire. Et puis ensuite, dans un second temps, pour ceux qui étaient intéressés, soit je leur relisais de façon individuelle, parce qu'il y a un temps, l'animation se passe en 2 temps, en groupe et puis en petits groupes, en relation individuelle, s'ils ne savent pas lire en fait, et donc on est vraiment dans l'accompagnement pour leur lire des histoires. Et du coup, avec ce livre, j'ai procédé comme ça, une lecture de quelques extraits en grand groupe, et puis après, avec la personne qui le souhaitait, et elle choisissait aussi l'image qui lui parlait le plus. C'est à partir de l'image, et puis après, le texte accompagnait. Voilà. Donc, tout à fait. C'est un livre qui se prête beaucoup aux médiations. Donc, effectivement, déjà par son format, donc pratique pour présenter un groupe, parce que parfois, certains livres, c'est difficile. Hein. Ah, zut, Viviane n'arrive pas à se connecter. Je ne sais pas que lui dire. Donc, le format est important. Le fait que ce soit un ensemble de textes courts, indépendants les uns des autres. Donc, ça, c'est super en médiation parce que vous lisez 1, 2, 3 textes et puis suivant le temps dont vous disposez, suivant la réaction des gens en face, vous continuez ou pas. Donc ça, c'est précieux en fait. Hein. Moi, j'en cherche toujours des recueils de textes courts. Alors, vous l'avez dit, il y a des mêmes auteurs. Vous avez Maman aussi, qui est basé sur le même principe. Donc voilà, très grand format et toujours avec illustration pleine page sur les pages de droite et texte court sur les pages de gauche, écrit assez gros en plus. Donc, il y a plusieurs clés d'entrée. Hein. Soit on lit les textes, soit on peut présenter aussi les illustrations qui sont comme des peintures. Hein. C'est le travail de Quentin Gréban est vraiment formidable. Et puis, faire réagir les gens sur les illustrations. Hein. Pour Amoureux, moi, je l'avais déjà testé comme ça en disant, à votre avis, ça se passe quand, où, qui pourraient être ces personnes et voilà, et les gens partent du coup dans un travail d'imagination.
Donc là, ça ne demande pas de compétences particulières, il suffit de se lâcher un peu et dire, ouais, ça devait être autrefois parce que la dame, là, elle a une ombrelle en dentelle, donc quand même, aujourd'hui, il n'y en a plus, donc ça devait se passer il y a longtemps. Et puis, voilà, imaginez, il va partir à la guerre et puis c'est leur dernier repas ensemble. Enfin, voilà, les gens partent après dans des histoires. En fait, ils créent des histoires. Donc, c'est des livres, et puis des livres qui sont touchants, parce que qu'on parle de la maternité ou qu'on parle de l'amour, évidemment, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent passer. Et par 2 fois, moi, j'ai vu des gens réagir très fortement sur le livre Maman, des femmes, des jeunes femmes en l'occurrence, mais avec vraiment le sentiment qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là et qu'elles avaient ressenti quelque chose de très profond. Et les 2 fois, c'est des dames qui sont reparties avec le livre. Et avec vraiment, voilà, le côté je repars pas sans, quoi. Donc, voilà, parfois, on arrive à percevoir ce déclic qui se passe entre un livre et une personne. Et c'est génial, hein, parce qu'après, ces personnes-là seront aussi les meilleurs ambassadeurs de la bibliothèque, finalement, en disant, j'ai trouvé ce livre-là à la bibliothèque. Voilà, ils sont heureux d'avoir trouvé ça, puis ils vont transmettre à leur. Et puis, autour, donc, puisqu'on est sur médiation, autour de ce livre-là, il y a beaucoup d'autres supports sur le même thème. Donc, vous pouvez largement alimenter une, voire plusieurs séances. Hein, je pense, alors je l'ai pas là sous la main, mais je pense à Cœur de papier d'Eva Bourdier, qui est un livre pop-up, un livre d'artiste, hein, un livre pop-up en découpe magnifique, que du papier blanc, sur le principe de je t'aime un peu beaucoup passionnément. Hein, donc, il y a des découpes de papier très, très jolies. Ça marche très, très bien pour un thème de Saint-Valentin, par exemple. Après, on peut raconter Roméo et Juliette. Enfin, voilà, il y a plein de choses autour de ce thème. Hein, Françoise, je voulais lire une question de Nadège qui demande comment détermine-t-on qu'un ouvrage est un ouvrage facile à lire? Et ensuite, en secondaire, les feel good sont-ils des livres faciles à lire? Alors, comment on détermine si c'est du facile à lire? Donc, on a défini un certain nombre de critères au démarrage, des critères de forme et de fond. Donc, ça, c'est ce je développe plus dans le cadre des formations. Après, c'est l'habitude qui permet de savoir les repérer, parce que c'est sûr que ce n'est pas une science exacte. Hein. On hésite toujours, et c'est pour ça que je conseille les comités de lecture, parce que pour certains livres, c'est évident. Bon, voilà, je dirais Amoureux, ça a été tout de suite évident. Ah oui, ça, c'est pour le facile à lire. Puis d'autres livres, on hésite. Alors, surtout quand c'est un roman un peu plus long. Alors, dans ces cas-là, il y a un collègue ou une collègue qui fait une relecture. Donc, on fait une deuxième lecture, voire troisième lecture. Et puis, on confronte les avis. Et puis, suivant la décision finale, on retient ou on ne retient pas dans la sélection. C'est vraiment un travail de sélection. Mais ça vient de plus en plus spontanément au fur et à mesure que vous aurez cette sensibilité au facile à lire. Ça doit même devenir automatique, c'est-à-dire que au sein d'une équipe, ou que ce soit BM ou BDP, il faut que tout le monde l'ait intégré pour intégrer ça dans ses propres achats, puisque souvent les achats sont faits, chacun est responsable d'un secteur d'acquisition, enfin en tout cas dans les grandes bibliothèques ou moyennes grandes bibliothèques, donc que chacun fasse une veille dans son domaine d'acquisition. Celui qui est chargé de la BD, qu'il ait de temps en temps le réflexe, ah tiens, cette BD, elle serait pas mal pour le facile à lire. Et pareil pour celui qui s'occupe de l'achat des livres d'art ou des romans, etc. Donc, c'est vraiment, avec une base de critères qu'on a définie, parce qu'il faut bien avoir une base commune. Hein, donc, critères de niveau de vocabulaire, de mise en page aérée, enfin voilà, la forme, vous voyez bien déjà ce que ça peut être. De livres en même temps intéressants dans le fond, qui ne soient pas infantilisants. Donc là, il y a des critères plus de fond.
J'ai perdu ma phrase. Ah zut, j'ai perdu mon fil. Donc voilà, on se met d'accord sur les critères et puis, mais après, il y a toujours une part d'hésitation pour certains livres. Et la deuxième question, c'était sur le feel good. Bah, le feel good, on aimerait bien, mais c'est pas forcément facile. Le côté optimiste et un peu léger, bah, on a envie d'en mettre parce que les publics pour lesquels on fait ça, bah, c'est bien de leur amener un peu d'optimisme, hein. Mais quand on regarde de près les livres, c'est quand même déjà un peu, souvent, il y a pas mal de pages, il y a quand même facilement 300 pages. Et puis, le vocabulaire n'a pas été spécialement conçu pour quelque chose de simple. Donc, il faut regarder titre à titre. Mais feel good n'est pas égal à facile à lire. On en a mis un petit peu au début, je pense à Karine Lambert, l'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes, là. Celui-là, on l'avait mis. Mais Agnès Lédig, par exemple, bah, c'est quand même des pavés. Donc ça, on ne le met pas en facile à lire. Ourdia, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui. Est-ce que vous, je ne sais pas si on voit François. Oui, un petite poche. Petit poche, ben, c'est pour Françoise Vanowski, pour retrouver le fil, justement, de textile. C'est Françoise Legendre que ben, les collègues connaissent du département, qui était bibliothécaire. Oui, elle est de votre région. Oui, très beau ce livre. Ce petit s'appelle La nappe blanche, hein, donc de Françoise Legendre. Alors, c'est très La nappe blanche. Oui, oui, magnifique. C'est un très, très beau petit livre. Alors, il fait partie de votre sélection, hein, je crois. Mais oui, il a eu le prix même, facile à lire. Il a eu le prix, hein, il a eu le prix facile à lire. Ce qui me paraît intéressant, c'est ce dont vous parliez ce matin, ça rejoindrait le niveau 2, enfin, je ne sais plus, c'est plus des récits de vie. Hein, ça me semble très intéressant. Ce n'est pas du tout d'illustration, hein, c'est assez court, hein, ça se lit en une demi-heure, un quart d'heure. Donc moi, on travaille avec mon collègue dans une bibliothèque de quartier, avec un aspect social important, des associations qui travaillent, hein, sur le terrain. On a, en passant par les animateurs, parce qu'on pour nous aider à travailler avec des groupes de femmes. Alors, nous, on a beaucoup de textiles d'anciennes ouvrières. On peut retrouver tout à fait, parce que c'est un peu le du livre de Françoise Legendre qui parle de cette transmission de génération à travers les coutures. Il y a aussi du patchwork, elles peuvent réaliser un patchwork. Voilà. Là, on arriverait à un niveau intéressant de médiation, et tout ça à partir. C'est une histoire qui traverse plusieurs générations. Ouais. Donc, c'est très intéressant qu'on retrouve vraiment la notion de participation, de transmission de génération, et finalement à partir de quelque chose de cet esprit facile à lire, justement. Ouais, c'est vraiment un excellent titre qui, chez nous, a fédéré mais vraiment tous les groupes. On pensait au départ plus voilà, public de maison de retraite parce que ça évoque le mariage au début du XXe siècle, la broderie, la transmission, les trousseaux. Bon, donc voilà, on se disait les jeunes, ça va les saouler. Et bah pas du tout. Les jeunes ont aimé vraiment cette histoire et ce thème de la transmission intergénérationnelle. Donc dans d'autres cultures avec des publics étrangers, c'était qu'est-ce qu'on se transmet dans notre culture, c'est quoi les traditions. Et pour les jeunes, ils avaient des réflexions assez intéressantes sur mais nous aujourd'hui les objets ne durent pas, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos petits-enfants. Donc voilà, et c'est une prouesse vraiment d'auteur de réussir en 40 pages, et c'est toute la collection, c'est en 40 pages, et c'est vraiment, on est dans l'épure des mots, donc ça prouve bien qu'on peut être dans des mots très simples, des structures de phrases très simples, et en même temps plonger le lecteur dans un imaginaire très riche, et alors pas du tout infantilisant. Et c'est une petite collection qu'on peut utiliser vraiment en médiation puisqu'on lit les textes en moins d'un quart d'heure. Donc, c'est idéal. Vous lisez une histoire en entier et après, vous enclenchez une discussion derrière. Voilà. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous les titres de la collection, mais il y en a beaucoup qui collent. Hein. Je
pense Le goût de la tomate, qui parle de la liberté dans une société. Je pense à L'homme à l'oreille coupée de Mourleva, qui est plus un conte. Le cheval qui galopait sous la terre de Dieu, qui raconte le travail dans les mines et l'amitié entre un galibot, un jeune gamin qui travaille dans les mines, et puis un cheval. Enfin, voilà, il y a plein de titres comme ça très passionnants. Et ça touche vraiment. Enfin, là, on a vraiment des retours comme quoi les apprenants aiment beaucoup parce qu'en plus, le format est rassurant. Oui, c'est ça. Quand on apprend à lire, à repartir avec un petit livre comme ça fait pas peur. Donc, Non, puis ce que vous disiez, c'est qu'il y a du fond, quoi. C'est vraiment de l'épaisseur de vie, du fond. Donc, ça peut parler vraiment aux gens, des récidivistes. Je pense que tout le monde est effectivement transgénérationnel. Nous, en plus, on a des partenaires qui travaillent beaucoup sur la parentalité. C'est un des axes qu'on s'est aussi, famille. Donc, c'est très important d'avoir cette dimension de transmission, effectivement. Je vois que Catherine a aussi levé la main. C'est peut-être pour compléter. il y a plusieurs. Il y a Nadège, Fabienne. Oui, alors moi je voulais vous poser comme question si vous aviez déjà eu des échos avec d'autres médiathèques. Nous, on a rencontré aussi le problème de certains livres qu'on proposait à des lecteurs classiques lambda et qui, du fait du petit autocollant lecture facile, disaient « Ah non, non, mais ça va être trop simple pour moi » et qui n'en voulaient pas. Donc, je me posais la question s'il n'était pas judicieux de placer également ces livres en 2 exemplaires, en fait, dans les médiathèques. Est-ce qu'il y a de mes collègues qui ont eu déjà ce petit souci ou pas? Quelqu'un veut répondre? Alors, je ne sais pas s'il faut 2 exemplaires, ça dépend de vos budgets. Il faut voir quand même que dans l'espace facile à lire, vous pouvez avoir des fonds tournants. Les livres ne vont pas rester forcément des années dans l'espace facile à lire. Vous pouvez les y mettre pendant un certain nombre de mois et ensuite les remettre dans votre fonds général pour remettre de la nouveauté. Parce que vous présentez les livres de face, donc il faut aussi que les gens voient que ça change et qu'il y a tout le temps des nouveautés. Et comme il ne faut pas saturer ce mobilier, sinon c'est contre-productif, moi, je conseillerais de faire des roulements. Et donc, à un moment donné, hop, on remet ça en fonds général. Et puis, du coup, ça vous évite d'en acheter plusieurs exemplaires. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, effectivement, vu le nombre de nos livres, après, pour les retrouver, c'était compliqué. Donc, on les identifie vraiment par une étiquette et un lieu pour les retrouver parce que les gens commandent aussi beaucoup sur le catalogue à distance, donc c'était aussi une façon de simplifier la chose. Mais c'est vrai que du coup, ça a été par moments assez contre-productif, du coup. Ouais. Mais après, moi aussi, j'ai déjà entendu des réactions de bons lecteurs fidèles dire « Oh, ben, le facile à lire, c'est pas pour moi, quoi. » Et finalement, d'être un peu scotché quand on leur parle d'un livre, justement, souvent je présente La Nappe Blanche parce que il est assez emblématique, ce titre-là. Et du coup, il y a « Ah ouais, d'accord, écoutez, ça me donne bien envie, je vais l'essayer. » Et du coup, il y a un regard différent qui est porté sur ce fond qu'ils avaient jugé à première vue, en passant rapidement devant, comme surtout pas pour moi, hein, moi je lis bien, merci, ça va. Et puis après, quand vous présentez les livres, ah ouais, finalement, ça a quand même l'air intéressant. Donc, les gens peuvent travailler sur leur représentation. Hein. Oui, mais effectivement, des fois, entre collègues, du coup, quand on dit « Ah, ce livre-là, moi, je le prends dans mon facile à lire. » Ah non, non, non. Ah oui, oui. Non, c'est un bon livre, tu ne vas pas le mettre en facile à lire. Voilà. C'est un peu ça. On peut avoir aussi ce problème-là, effectivement. Ouais. Après, il faut former toute l'équipe. Hein. Mais c'est vrai, il faut aussi, toute l'équipe ou la majorité de l'équipe soit dans le truc. Parce que si vous êtes seul, ça va vite être usant d'expliquer aux autres. Et puis, au moment de l'accueil, de toute façon, tout le monde accueille le public. Donc, il va bien falloir répondre et présenter l'espace. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit dans la même démarche. Moi, j'insiste beaucoup sur l'esprit d'équipe
c'est drôlement important, quoi. Au début, alors je pense à la médiathèque de Landerneau, qui est une assez grande ville en Bretagne, il y a un peu plus de 16 000 habitants. C'est la médiathèque qui est une des plus à fond sur le facile à lire, mais au début, ils n'étaient pas convaincus. Donc, au départ, c'est la bibliothécaire qui, petit à petit, était pleinement convaincue. Et puis, elle a entraîné son équipe dans cette dynamique. Et alors maintenant, ils sont tous au taquet, quoi. Donc, voilà, il faut parfois du temps, mais il faut vraiment entraîner tout le monde là-dedans parce qu'après, j'imagine que tout le monde dans l'équipe achète des livres, tout le monde accueille. Donc, et c'est pour ça qu'il faut l'inscrire dans le projet d'établissement parce que comme ça, il n'y a pas de contestation. Je veux dire, c'est comme ça, c'est dans la politique de l'établissement, donc toute l'équipe y va, quoi. Oui, même s'il y a une personne un peu plus référente. Fabienne, vous vouliez dire? Oui, c'est juste un partage d'expérience par rapport à 2 livres, moi, qui ont super bien fonctionné en termes d'échange. C'est les Sagesse et malice de Nasreddin. Donc, c'est des petits contes un peu irrévérencieux où, du coup, je vous parle sur la maison d'arrêt où j'ai vraiment du mal à accrocher sur des jeunes, surtout moi, qui sont très, très éloignés. Ce bouquin-là, je l'ai acheté en 8 exemplaires, il est toujours sorti. Je le présente systématiquement et ça enclenche vraiment des discussions sur voilà, le rôle des puissants, l'irrévérence, est-ce qu'on peut rire, comment, enfin, c'est un bouquin qui est hyper intéressant, qui est très facile, qui est drôle, qui est léger et du coup qui fonctionne super bien. Et dans la même lignée aussi que celui-là, un autre dont je me sers beaucoup, c'est les Philofables de Michel Huguenal. Et là, pour le coup, pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, après d'enclencher la discussion, il y a un petit peu toute la trame. Donc, il y a la petite fable et puis après, vous avez des questions qui peuvent être un petit peu… Et je trouve que c'est 2 livres, en tout cas, qui me sont précieux. Sur la maison d'arrêt, mais pas que, ailleurs aussi. Et le format peut être conte ou fable, mais pour adultes, pour le coup, moi, il me semble aussi intéressant parce que c'est voilà, c'est… Oui, les philofables, on peut prendre cette petite discussion philosophique à tous les niveaux. Donc, oui, voilà, ouais, tout à fait. Et puis chacun a quelque chose à apporter. Enfin, la discussion est facile, je trouve, suite à ces fables, en fait. Alors, il y a je sais que L'homme à l'oreille coupée, là, dans la collection Petite Poche, fonctionne bien en prison aussi. C'est peut-être parce que c'est presque un conte. Et il y avait eu des lectures à haute voix du livre et les détenus avaient vraiment bien accroché. Ok. Alors, je pense qu'il pourrait aimer aussi, je réfléchis, le dernier livre de la traversée qui s'appelle Nous serons heureux. Je le verrais bien en prison. Alors bon, entre autres, puisqu'on l'a choisi pour le prix, c'est tout public, mais parce que c'est l'histoire d'un jeune justement qui est un peu paumé avec son pote. Ils font une bêtise, ils font une espèce de cambriolage avec des pistolets en plastique, enfin un truc complètement raté, mais il se retrouve en prison. Et en prison, il participe à un atelier poésie. Et l'atelier poésie va complètement changer sa vie parce que d'un seul coup, ça va lui ouvrir un horizon incroyable. Et donc, il reste pas longtemps en prison puisqu'il n'a pas fait grand-chose. Et après, quand il sort, il décide d'aller lire des poèmes chez les gens. Ce sera ça son métier. Il va lire des poèmes, puis après, il va en venir à écrire. Donc, c'est une histoire, ça colle complètement facile à lire. On dirait que ça a été fait par nous, par des bibliothécaires, parce que ça montre vraiment… en quoi une rencontre humaine, parce que là c'est la rencontre avec le poète aussi, une rencontre humaine peut changer, faire basculer un destin, et aussi la rencontre avec… Donc c'est super positif, un peu drôle et plein de dialogues, donc en plus ça peut être joué, pourquoi pas en petite scénette. Voilà, je pense à ces titres-là. Alors il y a une collègue qui avait mis un petit mot sur les 10. Ourdia demande déjà si on peut redonner les noms des auteurs, parce qu'elle n'a pas toujours
puis noter ça. Et puis, alors, il y a plein de questions, en fait. Alors, je l'ai dit parce que je pense que Élodie, elle ne peut pas sans doute s'exprimer ou nous parler. Donc, Élodie Lefebvre, j'ai hésité à sélectionner 14-18 de Dieu. Ah oui. Car poignant est son texte, mais je me demande si le format de l'album n'est pas un frein pour des adultes qui, dans l'imaginaire collectif, ne lisent que des romans. Alors, c'est une bonne question. C'est le côté, alors, que ce soit ce titre ou un autre, les adultes sont a priori surpris quand on met des albums parce qu'on n'a pas d'adultes à lire des illustrations. Enfin, vous savez bien, à partir du CP, on dit aux enfants, ah ben non, maintenant tu lis des vrais livres. Tu lis des livres, des romans, des livres de texte, tu n'as plus le droit aux albums. Enfin, on dit presque ça. Pas nous, bibliothécaires, mais il y a un discours un peu ambiant qui est, à partir du moment où on sait lire, on ne regarde plus des livres avec des images. Bon, ce qui est quand même pleinement... Donc, c'est bien que on sait bien qu'un album de qualité, c'est un album absolument pour tous les publics. Mais donc, il faut un peu se battre encore pour faire passer cette idée-là. Et c'est vrai que ce qu'on remarque, c'est que souvent, ils sont regardés sur place. Donc, l'adulte ne s'autorise pas à emprunter, ou alors parce que c'est une lecture plus rapide et que du coup, il lit sur place. Donc, ce n'est pas forcément dans les stades de prêt, mais les collègues constatent que ça bouge et donc, ils sont regardés et lus, mais pas empruntés. Voilà. Mais je pense que c'est un combat. Enfin, il faut régulièrement présenter des albums pour combattre ce préjugé comme quoi ce serait pour les enfants. Alors, moi, à ma maison de retraite, il y a toujours une vieille dame ou un vieux monsieur, mais souvent une vieille dame qui fait d'abord un petit recul en disant « Ah, mais vous nous prenez pour des enfants, là! Vous nous lisez Blanche-Neige !» Alors, souvent, je dis « Oui, oui, mais attendez, vous allez voir, c'est une édition particulière. » Et puis, par exemple, j'aime beaucoup le Blanche-Neige illustré par Benjamin Lacombe. Bon, à la fin de l'histoire, je dis « Alors, vous avez trouvé que c'était pour les enfants ?» Ah non, c'était très bien, merci de nous l'avoir présenté. Donc, ils découvrent en fait, puisque les gens en EHPAD, ils n'ont pas connu la littérature jeunesse comme ça, ils n'avaient pas grand-chose quand ils étaient petits. Donc, c'est merveilleux de leur montrer ça, ou les albums d'Antoine Guillopé en papier laser découpé. Enfin, c'est une merveille, mais il faut vaincre le premier obstacle qui est effectivement de dire « Ah, les albums, c'est pas pour les adultes ». D'ailleurs, vous connaissez l'association Livre à lire 1, 2, 3, comment c'est en Bourgogne là 1, 2, 3 albums. 1, 2, 3 albums. Ils font tout un travail de fond pour présenter tous les ans une sélection d'albums pour adultes. Donc à lire dans tous les lieux, plutôt pour les publics empêchés, mais ce sont des albums. Et vous irez voir sur leur site, les sélections sont toujours très pertinentes. On va peut-être laisser la parole à Nadège parce que Nadège, vous êtes beaucoup exprimée dans le chat. Alors peut-être que je vous laisse dire un petit peu vos remarques, vos questions. Oui, je fais une pipelette. En fait, je me posais la question parce qu'à Flair, la collection Petite Poche, en fait, ils sont tous classés en espace jeunesse. Mais c'est vrai que le constat est qu'ils sortent très peu. Et du coup, est-ce que vous conseillez de plutôt les passer dans un fond facile à lire? Titre par titre, peut-être pas retirer tout aux enfants, mais pour certains titres, testez-les en espace facile à lire. Donc, les titres, comme on a dit, voilà, certains titres qui sont particulièrement… La nappe blanche, par exemple, le personnage principal n'est pas un enfant. Donc, déjà, c'est intéressant parce que l'adulte peut vraiment s'identifier sans souci. Donc, prenez quelques titres comme ça qui sont particulièrement intéressants pour les adultes sans retirer tout aux enfants. Très bien. Et autrement, ma deuxième question… Ah oui. Y a-t-il donc des fonds faciles, enfin un fonds facile à lire pour le public jeunesse spécifique en fait, autre que le livre pour les enfants dyslexiques? Je sais pas, par exemple, je pensais aux enfants qui arriveraient en France et qui parleraient pas bien la langue, ou est-ce qu'on peut, par exemple, considérer qu'un imagier pourrait faire partie d'un fonds facile à lire pour enfants?
Ah oui, bien sûr. Bah, après, il y a quelques éditeurs de l'édition FLE. Donc là, c'est vraiment conçu pour des étrangers qui apprennent le français. Donc il y a des outils très bien chez Clé International ou Hachette FLE. Donc en général, sur leur catalogue, il y a la partie pour enfants, pour ados, pour adultes. Donc il faut puiser là-dedans pour que ce soit vraiment conçu pour dans l'esprit du FLE. D'accord. Et puis, Et vous, dans votre médiathèque, par exemple, est-ce que vous avez, je ne sais pas comment c'est composé, mais est-ce que vous faites, par exemple, d'un côté un fonds facile à lire pour les adultes et d'un autre un fonds facile à lire pour les plus jeunes? Ou est-ce que tout est regroupé en un seul et même endroit? ah non, alors donc je ne conseille pas de regrouper dans un seul et même endroit. Donc moi, je ne suis plus en bibliothèque maintenant. Mais nous, alors quand je dis nous, c'est Livre et Lecture en Bretagne et moi, enfin, depuis qu'on fait ces sensibilisations faciles à lire, on conseille enfin, on répète que le facile à lire, c'est vraiment pour les adultes. Après, on peut avoir la même démarche d'accessibilité avec l'édition jeunesse et pour les enfants, et on peut imaginer un autre fonds que vous appelez autrement. Vous pouvez l'appeler facile à lire jeunesse si vous voulez, mais il peut s'appeler lire et apprendre autrement. Enfin, je ne sais pas quelle dénomination faut lui donner du coup, puisque c'est en dehors du label, vous voyez. Alors l'autre fois, au Cophone, il y avait la médiathèque une médiathèque du Nord qui faisait effectivement un facile à lire adulte et un jeunesse. Bon, voilà, pourquoi pas. Après, normalement, l'appel est réservé à quelque chose de bien précis. Mais D'accord. Et dans ce cas-là, du coup, on ne peut pas utiliser le logo. bah, vous pouvez, c'est ce que je vous disais, mais enfin, je ne sais pas quoi vous dire parce que normalement, ça n'a pas été conçu pour ce type de fonds, mais bah, après, si vous êtes clair avec votre projet et avec le public, pourquoi pas non plus, hein. D'accord, merci. Mais ce n'est pas la définition du ministère. Très bien. Bon, après, il ne faut pas s'embêter sur les dénominations. Ce qui compte, c'est de développer les collections. Des petites remarques de Viviane qui nous dit que les livres de Réka d'Outre-mer sont des merveilles. Je ne sais pas si vous pratiquez ou si vous en comme le petit théâtre de Rebecca, Midi Pile, voilà, elle propose. Vous pouvez avoir accès au chat dans la partie droite de l'écran pour ouvrir avec la petite bulle et ça vous permet de voir ce qui est écrit si vous voulez copier des titres ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, pas toujours facile quand même, Rebecca d'Outre-mer. Je sais pas. Il peut y avoir des albums aussi assez complexes, hein. Mais bon, je ne connais pas autant l'édition pour enfants que pour adultes. Donc, pour les ados, bah, il peut y avoir des choses dans le facile à lire qui s'adressent aux ados. Ça dépend un peu quel âge. Enfin, moi, je dirais plutôt public de lycéens. Et on conseille vraiment de travailler avec les lycées professionnels notamment parce que là, on a des jeunes qui ne lisent pas du tout et qui vont quitter très vite l'école pour aller dans le monde professionnel. Donc, s'il y a encore un petit moment où on peut les attraper comme ça, c'est pas mal. Si vous pouvez faire un lien avec les documentalistes, certains sont très demandeurs, plus les documentalistes que les profs d'ailleurs. Ça peut être pas mal. Pourquoi pas d'ailleurs chercher une sélection facile à lire dans le domaine qu'ils apprennent. Par exemple, dans notre prix cette année, on a Comme un chef, qui est une autobiographie de Benoît Peters, l'auteur de BD, mais qui raconte en fait comment il voulait être cuisinier. Et bon, voilà, c'est resté une passion, même si c'est pas devenu un métier. Et ben, ce livre-là, je trouve qu'avec des lycées hôteliers, c'est tout à fait intéressant à porter pour avoir une discussion. Pourquoi pas inviter un restaurateur
en ce moment, ils sont hélas disponibles. Enfin, voilà, il y a des choses à faire autour du thème avec les jeunes. On peut peut-être laisser la parole. Karine, vous vouliez dire quelque chose, hein? Oui, moi je voulais juste poser une question par rapport au public étranger qui n'a jamais été scolarisé. En fait, là, j'ai des personnes qui ont suivi une formation au CLIPS et qui viennent justement à la bibliothèque. Et voilà, il faut que je leur présente aussi des textes, des livres. Et bon, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne veulent absolument pas de livres trop importants. Elles ne comprennent pas vraiment bien le français. Mais elles sont dans une demande elles ont envie d'apprendre, elles ont envie de. Et là, elles sont en fin de formation. Donc, elles viennent à la bibliothèque une fois par mois où on se retrouve et où on peut échanger un peu. Donc, voilà, c'est ma question, elle est sur quoi est-ce que, à partir de quoi est-ce que je peux partir avec elles? Alors, pour accompagner la formation, il peut y avoir donc on a dit des imagiers ou des très beaux Oui. abécédaires. J'ai pris Un peu artistiques, hein, voilà, des abécédaires. Mais après, ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être du coup des albums avec pas de texte ou peu de texte. Pourquoi pas livre de cuisine, mais je pense bon, il y a le livre pratique de cuisine, mais ça peut être aussi Cuisine du Monde, vous savez, comment c'est? Aux éditions Rue du Monde, là, le livre des soupes, et il y en a d'autres comme ça qui allient des recettes et puis un petit peu des petits contes ou des petites histoires autour de la culture. Ça, c'est pas mal, hein, à Rue du Monde. Des livres de portraits, par exemple, de femmes. Alors, je les ai pas du coup sous la main. Je pense à l'ABCZ des héroïnes qu'on avait mis dans un de nos prix aussi. En fait, c'est un abécédaire et donc à chaque page, c'est un métier, un portrait de femme. Donc, par exemple, aviatrice, boulangère, voilà. Donc, c'est assez sympa parce que déjà, on peut jouer sur alors la lettre B. Qu'est-ce que vous connaissez comme métier qui commence par B? Et puis, en l'occurrence, ça va raconter l'histoire de Alexandra Poilane. Vous voyez les pains Poilane, vous connaissez? C'est des pains un peu spécifiques là. Et en fait, ça raconte l'histoire d'Alexandra Poilane qui a 18 ans à cause accidentelle de ses parents, s'est retrouvée à la tête de l'entreprise, voilà, et comment elle a développé les pains Poilane. Ça, c'est des choses qui parlent aux gens parce que c'est des portraits de femmes qui ont non seulement qui ont existé, mais qui ont réalisé des tas de choses, quoi. Donc, avec des femmes, ça marche bien. Voilà, quelques exemples comme ça qui me viennent. Ça peut être il y a dans la collection Bayam où il y a pas mal de biographies comme ça. Vous savez, vous avez une double page par femme aussi, avec infographie. Je ne sais plus le nom de la collection, mais c'est une collection qui présente 40 portraits de femmes dans le volume. D'accord. Merci beaucoup. Oh, il y a plein de choses. Après, il faudrait… On peut peut-être laisser Katia, vous vouliez aussi Est-ce que échanger? si quelqu'un a un livre à proposer aussi, Oui, alors moi, c'était un peu pour rebondir justement sur le facile à lire pour les adolescents et les jeunes adultes. Je viens d'acheter cette collection, enfin quelques titres de cette collection qui s'appelle Presto chez Manière Jeunesse. Voilà, donc, et qui est, enfin voilà, ce sont des récits à la première personne, des récits assez courts, environ 96 pages, avec un format court et aéré. Et vous avez également des ressources en ligne. Vous avez une partie du roman qui est lue par l'auteur. Vous pouvez télécharger aussi des fiches pédagogiques, etc. Et c'est vraiment des thématiques qui sont liées aux ados. Par exemple, celui-ci, Ma Story, c'est vraiment autour des réseaux sociaux, des fake news. Donc, c'est vraiment des choses qui vont parler justement à ce public ado, jeune adulte. Donc voilà, c'était juste pour présenter. Nous, on a commencé à en acheter quelques-uns pour la bibliothèque. Voilà.
mais on n'a pas encore de fonds faciles à lire. Donc, je voulais savoir, parce qu'on a justement, nous, le fonds 10, les fonds adaptés pour la jeunesse avec ma collègue Céline. Et je voulais savoir justement si ce genre de collection, ça pouvait rentrer justement dans un fonds facile à lire pour les adultes aussi. Parce que là, c'est plus un public à partir de, on va dire, 13-14 ans. Est-ce que ça peut aussi avoir sa place? Nous, c'est une collection qu'on met plus pour les 10, effectivement. Donc, en lire autrement, plutôt. Mais après, je ne connais pas toute la collection. Il y a peut-être des niveaux. Oui, parce qu'il y a effectivement, on a, nous, Presto Facile à lire, là, qui est vraiment dans le fond 10. Et là, c'est vraiment une nouvelle. Apparemment, c'est une. D'accord, Ça oui. s'appelle Presto aussi, mais Presto, écoute-moi, lis-moi. Et là, c'est vraiment axé sur pour les ados, a priori. Ouais, ados, jeunes adultes, avec des thématiques. Il y a pas mal de titres de sortie. Ouais, donc c'est vrai qu'il ne ressemble pas au premier que vous avez montré. Non, Donc, c'est pas. Là, c'est vraiment celui-ci qu'on a déjà dans le fond pour les jeunes. Ouais. Le mauvais exemple d'Éric Boissé, où là, c'est vraiment axé pour les 10, les romans faciles à lire. Et là, c'est vraiment une nouvelle collection, enfin, une nouvelle forme de collection. Oui. Voilà. Et avec des thématiques un peu plus adultes, enfin, jeunes adultes. Oui, peut-être, oui. Alors, faut regarder titre à titre, c'est un petit peu comme on regarde beaucoup, nous, dans notre comité, la collection Court Toujours. Où vous avez 3 versions pareilles, version audio, numérique et imprimée. Bah, ça dépend des titres. Donc, on en a peut-être 2 dans la dernière sélection, mais certains autres titres, ils sont trop connotés vraiment ados, avec un langage, vous savez, que bon, moi, j'aime pas personnellement, je trouve ça un peu démagogique, mais un langage parlé ado, quoi, donc, moi, je ne le mettrais pas facile à lire, mais certains titres ont été retenus pour ça. D'accord. Portrait de femme d'Agnès Marin, oui. Le micro? Peut-être celui que vous cherchiez, je ne suis pas sûre, je cherche en même temps. Ah oui. Celui que vous proposiez tout à l'heure, est-ce que c'est celui-ci? Enfin, chez Bayam, de toute façon, il y a toute une collection de biographies comme ça, assez simples. Ah oui, les livres de Titouan Lamazou, ouais. Est-ce qu'il y a des collègues qui ont amené encore un livre à présenter? Parce qu'après, je voudrais qu'on passe un petit peu de temps sur l'aspect peut-être savoir-être aussi et outils qu'on peut utiliser en médiation. Moi, j'en ai un. Oh, pardon. Vous voyez, c'est Pipi les dents au lit de Laetitia Cuvelier. En fait, j'étais en télétravail le début de la semaine, là, donc j'ai cherché chez moi ce qui pouvait un peu rentrer facile à lire. Et il n'y a que celui-là que je trouvais sympa. La couverture est attractive et colorée. Les textes sont très courts, c'est de la poésie sans rime et sur des thèmes de la vie quotidienne, la relation parent-enfant, les relations amoureuses, les listes de courses, il y a un peu de tout. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa et je trouvais que ça rentrait dans les critères. Dans les critères. Il est dans les sélections. Et bah oui, justement, j'ai regardé sur notre catalogue si on l'avait et il était dans le facile à lire. Donc, ouais. Bah, autour de la parentalité, c'est un livre tout simple qui peut permettre d'aborder pas mal de petites discussions, hein. Effectivement, on voit bien la maman qui adore ses enfants, mais il y a des fois, elle les mettrait par la fenêtre, quoi. Ou elle a envie de temps perso, quoi. C'est vraiment du vécu et je pense que ça peut faire parler des femmes aussi, hein. Un excellent titre. Olivera? Oui, alors moi, je voudrais juste parler plutôt d'un auteur, c'est Philippe Delerme. Je pense que ces livres se prêtent aussi pour faire déclencher peut-être le goût de la lecture pour les adultes qui sont en panne. Voilà, donc bon, son premier qui vraiment, c'est la première gorgée de bière.
Voilà, et puis j'avais aussi sélectionné l'extase du selfie. Donc voilà, ce sont des textes très courts et qui peuvent, les phrases sont courtes, voilà, qui peuvent aussi être prétexte à discuter ou surtout à faire démarrer pour la lecture. Voilà. Ouais. La poésie accessible. Oh bah, il y a plein de choses en poésie. Alors plutôt effectivement en jeunesse, parce qu'ils sont souvent plus attractifs. Vous avez déjà vous savez, chez Omnibus, là, les 100 poèmes, il y a toute une petite collection comme ça qui est sympa. 100 poèmes de Victor Hugo, 100 poèmes du chat, 100 poèmes de la mer, etc. C'est très joliment illustré, ça passe bien. Moi, j'aime beaucoup la collection de chez Motus, Pomme Pirate Papillon. Donc, chez Motus, il y a toujours, ils sont en Normandie, Motus, hein, vous devez les connaître. Ils ont souvent un papier recyclé qui est très agréable au toucher. Et vous avez des illustrations vraiment magnifiques avec des textes de poésie utilisant des mots courants et qui en même temps invitent vraiment à l'imaginaire. Donc il y a plein de volumes dans cette collection. Moi, je l'utilise beaucoup. Une vache dans ma chambre. Il y en a un sur les poules de Henri Galeron. Enfin, Pomme Pirate Papillon chez Motus. Mais après, en poésie, il y a beaucoup de choses. Hein. Pourquoi pas des haïkus, parfois, bon, un peu difficile dans le style, mais en fait, il n'y a pas de genre qui soit exclu. On peut tout essayer parce qu'il y a plein de chemins de lecture. Donc, on peut essayer la bande dessinée aussi, les livres de photos, même si la photographie, c'est pas forcément simple en soi, ça répond à des codes aussi. La photo en noir et blanc, hein, c'est pas parce que c'est visuel que c'est forcément abordable. Donc, l'idée, c'est de, justement, avec la diversité, de donner beaucoup d'entrées possibles vers le livre. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Le manga? Ouais, c'est pas simple, hein? Ouais. Vous pensez à un titre précis parce que. Moi, je pensais à la cuisine de minuit parce que tout à l'heure, vous parliez de recettes de cuisine. Et en fait, c'est aussi une série télévisée. Et à chaque fois, c'est une recette, une situation et un dessin. Et je trouve que c'est bien fait. Enfin, c'est assez accessible quand même. Après, peut-être pas pour des personnes étrangères, mais quand on veut faire un petit peu de cuisine, bon, il y a juste les ingrédients, la manière et puis l'image. Ça passe bien et c'est quand même très adulte. Là, du coup, on est vraiment dans ce type de manga. D'accord. Vous avez d'autres suggestions? Parce que certains avaient levé la main, mais peut-être c'était tout à l'heure. Ah oui, pardon. Pardon, vous m'entendez? Oups. Oui, on vous entend bien, Fabienne. Ah oui, Bernard Friot, ouais. Pardon, je pensais, parce que nous, on se sert beaucoup du jeu par rapport à la médiation. Et peut-être alors moi, je ne l'ai jamais fait encore, mais je sais que voilà, ça se pratique aussi, le jeu accessible, enfin, en tout cas, des jeux qui permettent de… Et ça, je trouve, enfin, je ne sais pas si vous avez expérimenté des choses, ça m'intéresserait si vous aviez des exemples. Alors, je ne connais pas de bibliothèque qui ait vraiment mis des jeux dans son espace facile à lire. En même temps, on en parle souvent. Enfin, en tout cas, en Ille-et-Vilaine, j'ai une collègue notamment départementale qui recommande souvent de mettre des jeux, notamment des jeux collaboratifs, hein, pas des jeux de compétition. Et puis, insister sur l'idée qu'on peut qu'on peut penser quand on a un choix de jeu à tout simplement faire des règles adaptées. Donc, du facile à jouer, quelque part, de prendre un jeu. Alors moi, Alexandra m'avait demandé aussi de parler
des valises de médiation. Moi, je me suis amusée à faire quelques médiations, qui est l'idée de partir d'une petite sélection de livres, une dizaine de livres sur un thème, et à côté d'avoir une valise outils avec des objets, des accessoires, jeux de société quand c'est possible, et puis des supports numériques. Parce que moi, j'aime beaucoup aussi utiliser le numérique. Et dans cet esprit-là, ça m'est arrivé de prendre un jeu puis de me dire « Ah non, il est beau, il est esthétique, mais la règle est compliquée. » Bah, je réécris une règle. Je propose une règle alternative tout en laissant la règle du jeu normale et dans la valise. Et après, c'est à chacun de s'en emparer ou pas, quoi. Et puis, j'en ai même créé sur la valise sur le thème de l'amour. Je ne trouvais pas un jeu bien et voilà, qui ne rentrait pas dans le cadre du facile à lire. Donc, j'ai créé un petit jeu, tout simplement, bon, avec des petits dés, vous savez, les dés, un peu les dés d'imagination, là, voilà. Donc, ouais, je pense que le jeu a vraiment un rôle important et que dans une séance de médiation, justement, j'en arrive aussi à l'idée qu'il ne faut pas hésiter à avoir des supports autres que le livre, parce que tout de suite, ça rend la chose moins intellectuelle, ça la concrétise. Alors, je vais prendre l'exemple du livre de François Morel, La vie des gens, donc qui a très bien fonctionné depuis qu'on l'a mis au tout début. Il était dans le premier prix facile à lire. Donc, c'est le portrait de gens d'une ville de banlieue. Alors, il y a le portrait aquarelle de Martin Jarry. Il y a l'aquarelle de l'objet que la personne a choisi. Et il y a le portrait texte de François Morel. Bon, ce livre a été beaucoup, beaucoup utilisé en médiation parce que alors, par exemple, il y a une collègue qui a demandé aux gens, donc dans le cadre de plusieurs rencontres, il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'une seule, en disant, pour la prochaine fois, apportez un objet qui vous est cher. Voilà, un objet auquel vous tenez beaucoup. Et la fois d'après, bon, après lecture de quelques portraits de la vie des gens, évidemment, la parole a été donnée aux gens pour dire, vous, présentez votre objet, pourquoi vous avez choisi celui-là, quelle est son histoire. Et il y a des partenaires aussi qui se sont emparés du livre pour faire des portraits à la manière de François Morel, de la vie des gens. Alors, portraits soit photos, soit essayer de faire quelques textes pour faire le portrait les uns des autres, en sachant que c'est toujours des portraits touchants, évidemment pas des portraits critiques, mais des portraits plutôt touchants qui insistent sur ce que sont les espoirs des gens, ce qu'ils ont réalisé dans leur vie, etc. Donc, et alors moi, je l'ai fait une fois avec une collègue et on a réuni quelques objets du livre. Donc, il se trouve que ma collègue avait une tirelire kitschouille comme ça, une tirelire cochon. Il y avait, à un moment donné, il y a un escrimeur, donc on avait amené le gant de l'escrimeur, on a amené l'arrosoir, les cisailles qui sont représentées là, enfin, quelques objets. Alors, ça paraît tout bête parce qu'on se dit, bon, on n'est pas obligé d'avoir, on l'a en dessin, ça suffit. Non, parce que ça apporte un plus, quelque part, d'avoir des objets pour rematérialiser les choses et ne pas être que dans le contenu littéraire ou culturel. Donc, moi, je pense vraiment que les supports sont importants et que parfois, faut aller jusqu'à faire une mise en scène des livres. Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des petites mises en scène avec, il suffit de 3 accessoires. Mais je pense à un livre, donc L'invitation à la traversée. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. Donc, L'invitation, il est un peu atypique dans la collection parce que ça commence comme une histoire traditionnelle de voisinage d'une jeune femme qui va aller prendre le thé chez la vieille dame d'à côté. Bon, on se dit, voilà, ça va être une histoire d'intergénérationnel. Et pas du tout. D'un seul coup, ça bascule dans le conte fantastique parce que la vieille dame, en fait, c'est une sorcière. Et quand elle va prendre le thé,
cette jeune femme va se retrouver enfermée dans la maison et elle va devoir suivre tout un parcours pour sortir de là. Et du coup, on l'a joué en réel quasiment, c'est-à-dire on a créé l'ambiance un peu fantastique, on a tiré les rideaux, on a mis des bougies, il y a des miroirs, il y a une clé dans l'histoire, on avait les miroirs, la clé, la boîte avec l'énigme. Et alors cette séance, les gens s'en sont souvenus longtemps après parce que ça les a marqués. Et il y a une jeune femme étrangère qui était dans le groupe et qui a dit à la fin, c'est la première fois que je comprends toute une histoire. C'est super, quoi. Donc, vous voyez, parfois, faut sortir un peu de soi, il faut aller un peu plus que dans la lecture à voix haute, il faut un peu mettre en scène et puis peut-être en faire un petit peu plus qu'avec un public ordinaire parce que là, il faut retenir l'attention des gens. Donc, il ne faut pas qu'ils décrochent et donc, il faut qu'il y ait quelque chose d'assez passionnant. Mais vous l'avez peut-être déjà fait avec des publics sans que ça s'appelle facile à lire. Vous n'avez jamais fait ce genre de un peu plus mise en scène et ça peut être déjà tout simplement faire des lectures à deux voix, ça change tout. Hein, ça a tout de suite un côté rythmé. Oui, Olivera. Oui, alors moi j'utilise le Kamishibai aussi. Oui. Voilà, c'est aussi une façon de. Bien sûr, voilà. À deux voix ou enfin voilà, selon l'histoire pour. Ça s'y prête quand ça s'y prête. Quelqu'un avait levé la main, je me demande si c'est pas Karine, parce que je n'ai pas tout le monde à l'écran. Oui, c'était moi, mais c'était pour exactement dire la même chose. C'était pour parler du Kamishibai que j'utilisais aussi et qui fonctionnait très très bien aussi. Voilà. Entendu, merci Karine. Alors, quand on peut, l'outil numérique est intéressant parce que donc quand vous avez un groupe, il y a plusieurs types d'obstacles en fait qui peuvent arriver. Donc, soit les gens ont un problème, soit ils ont un problème de concentration, soit ils ont un problème de compréhension. Bon, donc la médiation, l'idée, c'est d'essayer d'aplanir au maximum ces difficultés-là. Donc, il y a des gens qui vont être plus dans l'oralité, pour lesquels l'oralité va être quelque chose d'accrocheur, et d'autres, ça va être le visuel. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est d'essayer d'avoir les deux, plus le ludique, parce que le ludique apporte évidemment beaucoup. Et donc, dans une séance, de faire d'une séance un cocktail un peu de multi-support, de telle sorte que chaque personne, à la fin, soit repartie avec quelque chose. Chaque personne ait fait son miel à un moment donné d'une partie de la séance. Donc, moi, je fais rarement toute une séance sur un livre. Moi, je ne vais même jamais. Toute une séance avec un livre. C'est toujours, ouais, vraiment comme un menu avec une pièce de résistance. Donc, ça va être le plat de résistance, c'est l'histoire la plus longue. Et puis, un petit entremets pour faire passer donc des petits textes très courts. Ne pas oublier de faire un petit quiz ou un petit jeu interactif parce que ça les intéresse drôlement avec des questions sur plusieurs niveaux pour que tout le monde puisse jouer. Et puis, on peut terminer par des chansons parce qu'en France, tout se termine par des chansons. Et puis, évidemment, ça fonctionne avec les personnes âgées, ça fonctionne avec le public étranger. Enfin, c'est fédérateur à la fin d'une séance. Donc, vous voyez, le fait de combiner beaucoup de choses, ça fait que chacun, finalement, pourra repartir avec un élément qui, à un moment donné, lui aura plu. C'est rare que rien ne lui ait plu. Alors que si vous faites toute la séance sur… Je me souviens d'une bénévole qui faisait ça. Alors, elle me disait qu'elle lisait Hyacinthe et Rose de François Morel. Vous savez, un livre magnifique. Mais elle me disait, alors elle allait en maison de retraite et elle me disait, mais au bout d'une heure, il décroche quand même. Je lui ai dit, quoi? Mais vous lisez pendant une heure le même livre? Elle me dit, bah oui. Alors je lui ai dit, bah non, peut-être qu'il faut essayer de lire des extraits, faire des pauses. Bon, voilà, elle n'avait pas pensé à ça et donc elle s'étonnait que les gens s'endorment. Ben oui, mais je pense qu'il faut vraiment faire des petites choses courtes, variées,
Et le numérique, ça va être un plus parce que, ben voilà, on va pouvoir projeter les choses et ça soutient bien l'attention. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est en médiation, c'est donc pour anticiper les problèmes, les difficultés des gens, c'est de poser quelques éléments au préalable. Alors, je ne sais pas si je l'ai sous la main, non, je ne l'ai peut-être pas. Je pense à un livre que j'ai lu à Noël, un peu moins de 30 minutes de lecture pour des gens cérébrolisés, donc des gens qui ont des difficultés quand même de compréhension et de concentration. Je savais que l'histoire leur plairait, mais il y avait des petites difficultés parce que il y avait en parallèle plusieurs personnages. Et il y a quelque chose qui se dénoue à la fin. Donc, je me suis dit, ça ne va pas coller parce que quand je vais commencer à raconter, ils vont mettre du temps à vraiment comprendre, quoi. Donc, j'ai présenté les personnages. J'ai dit, voilà, il va y avoir dans mon histoire un chauffeur-livreur qui part d'Italie, qui va en Angleterre, etc. Il y aura une hirondelle. Et enfin, voilà, situer un petit peu ce qui se passe, situer les personnages et les éléments de contexte qui peuvent être importants. Si c'est Roméo et Juliette, expliquer le contexte de ces deux familles qui se détestent, etc. Vous voyez? Et ça permet qu'après, quand vous démarrez la lecture, hop, les gens sont dedans. Ils rentrent dedans facilement. Enfin, après, moi, mais je me suis rendu compte au fil du temps que ça dépend. Alors, tous les textes ne demandent pas ça, mais dès qu'il y a plusieurs personnages, dès qu'il manque des prérequis, bah, c'est bien de les expliquer avant. Et puis, si jamais vous avez une habitude avec un seul groupe qui revient régulièrement, à un moment donné, il ne faut pas qu'ils viennent juste pour assister à une séance, mais vous pouvez leur donner des consignes pour qu'ils préparent un petit quelque chose. Et quand ils arrivent en apportant quelque chose. Et du coup, ça, c'est drôlement important au niveau de la valorisation, de l'estime de soi, parce qu'ils sont super fiers quand même de ce qu'ils ont trouvé, de ce qu'ils ont déjà travaillé. Ça sous-entend que le partenaire, évidemment, soit complètement dedans, quoi, et qui joue le jeu, et qu'il ait consacré une partie du temps dans l'établissement, en salle de formation, à préparer ça. Mais c'est beaucoup plus riche. Donc, je pense à Roméo et Juliette. La fois où j'avais raconté ça, donc c'était du public venant de beaucoup de pays différents. Je me suis dit, bah, Roméo et Juliette, ils ne connaissent pas forcément, hein. Ils n'ont pas lu Shakespeare, et puis c'est quand même très occidental comme culture. Donc, je leur ai demandé de réfléchir à des couples célèbres dans leur culture. Voilà, des couples d'amoureux tragiques, légendaires. Et ils sont arrivés avec un grand poster sur lequel ils avaient collé des images et écrit des mots. Ils étaient super contents, super fiers de m'apporter ça. Vous voyez, il y a ce côté, la bibliothécaire, elle nous apporte des choses et nous, on lui apporte aussi des choses. Parfois, c'est des petits exercices tout simples sur la langue. Du coup, ça rencontre les objectifs du partenaire, hein, je ne sais pas, sur le thème de l'amour, travailler les expressions avec cœur, ou enfin voilà, je ne sais pas, des petits jeux, des petits exercices comme ça sur la langue aussi, la langue française. Mais le fait de leur donner une consigne, bah, ça les motive à venir et à partager ça. Alors, dans les médiations, vous pouvez avoir deux groupes qui se rencontrent. Vous pouvez tout à fait, vous n'êtes pas obligé de fragmenter tous les publics, hein. On a un peu trop tendance à faire ça, je trouve, en bibliothèque. On reçoit les groupes les uns séparément des autres, mais pourquoi pas imaginez deux groupes, alors pas en ce moment avec les effectifs, mais imaginez deux groupes qui vont se rencontrer, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques, à condition que les partenaires soient d'accord. Mais
ça marche bien. Je trouve qu'il y a un respect les uns des autres, un respect assez grand. Vous souhaitiez à nouveau intervenir peut-être ou donner des compléments? Je vois que vous écrivez pas mal hein, dans le chat. Surtout sur les lectures à deux voix pour partager vos expériences, mais peut-être que vous avez autre chose à partager sur cette question du public, de l'échange et du temps d'échange aussi, Ouais. des choix. Allez-y. Oui, moi, je voulais dire, effectivement, nous, on a testé pas mal les lectures avec intercalées avec du jeu, même des fois, on se travestit pour que les gens rentrent plus facilement dedans. Et effectivement, on constate nettement qu'on peut faire des lectures beaucoup plus longues, qu'on a le public beaucoup plus concentré, quand déjà, rien que le fait d'être travesti, ils sont déjà investis dans l'histoire avant de la commencer. Oui. Que ce soit avec les publics âgés, avec les publics handicapés ou avec les publics enfants, parce que finalement la réaction est quasiment la même et ils décrochent beaucoup moins vite. Et le jeu permet, moi je trouve, de les faire participer à la lecture en fait. Par exemple, nous on mettait en place, ma collègue sélectionnait des nouvelles ou des extraits de textes sur des sujets types et ils tiraient des cartes chacun à leur tour pour donner le sujet de la prochaine nouvelle. Donc finalement, les sujets changeaient, mais eux avaient quand même cette impression de donner, en fait, de choisir leur lecture. Et je trouve que c'est très efficace. Peut-être qu'on peut conclure ou peut-être reprendre un petit peu. Ah, je vois encore une question, Catherine. Catherine, vous souhaitez intervenir? Non. C'est des fois des mains qui se lèvent, mais on ne voit pas forcément. Peut-être. Allez-y, Françoise, pardon. Non, est-ce que du coup, la notion de médiation autour du facile à lire, ça vous semble plus clair? Est-ce que vous pensez pouvoir vous lancer facilement? Est-ce que l'aspect savoir-être, hein, la relation vraiment humaine avec les gens, ça vous semble, bon voilà, il n'y aura pas de souci particulier, ou est-ce que ça vous pose question? Oui, alors peut-être une petite remarque. Moi, des fois, j'ai l'impression d'adapter mon vocabulaire, en fait, avec des mots simples, de choisir dans la manière dont je m'adresse, voilà, soit des primo-arrivants ou soit des… Et du coup, il me semble que justement, dans le savoir-être, j'en perds la spontanéité un petit peu. Enfin, voilà. Et je ne sais pas comment éviter cet écueil. Enfin, ou si vous avez des expériences Je ne sais pas si les gens le ressentent, vous le ressentez comme ça, mais peut-être pas les personnes. Hein. Oui, peut-être, vous avez raison, au demeurant, c'est très subjectif. Ouais. Il faut être, en fait, il faut vraiment être soi-même, quoi. Je pense qu'il faut faut se retirer un peu son étiquette de fonctionnaire, quoi, et puis y aller avec ce qu'on est. Et souvent, on est très, très étonné par la richesse de ce que les gens nous apportent. Enfin, moi, je suis toujours sidérée, quoi. Que ce soit des gens avec un handicap, des gens âgés ou des gens qui viennent d'une autre culture, je trouve nous, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est énorme aussi ce qu'ils nous apportent, quoi, les gens, parce que ils arrivent avec, en général, une envie très grande de tout ce que vous pouvez apporter. Ils vous disent merci tout le temps. Alors, les gens qui sont en foyer médicalisé, là, je faisais j'essayais de faire des séances pendant le confinement pour continuer à créer du lien, parce que j'avais l'habitude de les rencontrer, mais j'étais sidérée parce qu'ils avaient tout le temps la pêche et dans ces cas-là, on se dit, mais
pourquoi nous, on se plaint tout le temps, alors que déjà, ils ont leur handicap, ils sont en établissement. Là, ils sont presque enfermés parce qu'à un moment donné, ils voyaient vraiment plus de famille, ils n'avaient plus le droit de sortir. Enfin, c'était vraiment très dur et ils avaient encore le sourire. Enfin, et en me demandant à moi comment ça allait. Enfin, je trouve que ça nous donne des grandes leçons, quoi. Et ça aide à continuer aussi en se disant, bah, on est dans le bon chemin parce que ça vaut la peine de se bouger pour ce public-là, qui est si réceptif par rapport à tant de gens qui sont finalement un peu blasés, hein. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait en bibliothèque. Bon, alors, s'il faut le faire aussi, hein, je ne dis pas, voilà, faire les animations culturelles, mais bah, les gens sont plus blasés de tout, alors que là, on est dans des moments de vérité aussi. C'est un public qui est très cash, quoi, qui est très, il n'y a pas de vernis, et du coup, bah, s'ils aiment, ils vous le disent, s'ils n'aiment pas, ils vous le disent aussi. Et c'est toujours très sincère, très fort, hein. Mais après, voilà, on peut avoir chacun des limites. Il faut accepter aussi ça, de se dire, bah, je sais pas, j'ai des collègues qui m'ont déjà dit, ah, bah, moi, non, en EHPAD, je peux pas, j'arrive pas, je projette trop de choses, ou d'autres, au contraire, c'est un foyer avec des jeunes qui sont très handicapés, voilà. Donc, il faut accepter de se dire, bah, là, j'ai du mal avec ce public. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur ses limites. Par des formations, par l'habitude, en allant pour une première fois en doublon avec une collègue qui, elle, connaît bien les gens. Et voilà, et petit à petit, on oublie le handicap, on oublie la vieillesse, et on retrouve la personne qui est derrière. Et une fois qu'on rentre en communication avec elle, on peut tout faire. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment l'aspect médiation qui donne du sens à l'ensemble. Parce qu'après, voilà, constituer les collections et faire un mobilier, bon, ça, c'est préalable, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ça va vraiment être là, quoi. On reste un peu sans voix devant ces paroles parce que je pense que tous les bibliothécaires qui travaillent à la médiation sont sensibles effectivement à cette question des publics un peu plus éloignés. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, Françoise, ça fait chaud au cœur, ça donne vraiment envie d'y aller et de travailler comme ça. Ben, tant mieux. On va peut-être remercier Françoise vraiment pour ce moment partagé qui était, je pense, intéressant. Viviane disait que oui, pour elle, c'était plus clair. Je pense qu'effectivement, on fait peut-être on crée un monde à part autour du facile à lire, mais en fait, c'est assez proche de ce que vous pratiquez habituellement, sauf qu'on a beaucoup de réticence à le faire peut-être spontanément. C'est peut-être ça qui est plus difficile. Du coup, je ne sais pas si vous avez tous des pistes maintenant, mais peut-être nous dire effectivement si ça vous a apporté quelque chose. Quelqu'un veut réagir à ça? Il n'y a plus de bavard. Donc, bah, après, les soutiens pour vos projets, donc, ce sont les bibliothèques départementales d'abord. Après, Normandie Livre et Lecture, bien sûr. Et puis, bah, moi, vous pouvez me contacter si vous avez besoin, enfin, si vous avez des questions ponctuelles sur un projet, il n'y a pas de souci, ou pour quelque chose de plus développé d'ailleurs, mais en sachant que moi, j'arrête bientôt ma carrière, donc je ne vais pas encore faire ça pendant 10 ans. Donc, mais voilà, il y a d'autres formateurs qui vont s'emparer de ça aussi. Maintenant, c'est lancé. Je pense que ça va vivre et se déployer partout. En tout cas, si vous développez des projets, voilà, moi, ça me fera plaisir d'avoir des petits retours et des photos pour alimenter le blog. Et puis, j'espère que bientôt, il y aura encore plus de balises en Normandie et ailleurs, puisqu'il y a les collègues de
Lyon, de Strasbourg, qui nous font plaisir d'être là aujourd'hui. C'est chouette. C'est un des intérêts des rencontres à distance quand même. Ça a ce bon côté-là. L'intitulé du blog, alors c'est facile à lire, France et francophonie. Oui, pour l'inauguration. Ouais. On peut donner votre adresse mail dans le chat pour tout le monde, Françoise, ou pas? Si les gens veulent. L'adresse mail, oui. Alors, c'est bon. Alors, le chat, je n'ai pas encore trouvé où il est, moi. J'ai pas fait attention. En fait, vous avez des petits personnages oui, et puis là. vous avez. Oui, là. Oui, c'est bon. Sur la droite. Je viens de l'inscrire. Donc, tout le monde vous remercie parce qu'il y a des bavards, mais il y a aussi d'accord, vous l'avez mis. Il y a de l'écrit. Tout le monde vous remercie vraiment beaucoup pour avoir eu cette envie de mettre en place des projets. Je pense que ça va faire des émules. Et puis, effectivement, ne pas hésiter à prendre contact avec Alexandra, qui nous a rejoint tout à l'heure après l'atelier et qui a en charge le facile à lire à Normandie Livre et Lecture. Et puis, évidemment, de transmettre Arsène, le portage de vos projets ou les petites initiatives que vous avez à Françoise, parce qu'elle garde vraiment toujours en mémoire beaucoup d'exemples dans le domaine. Merci beaucoup, Françoise. De rien. Écoutez, bonne suite. Et puis, portez-vous bien tous jusqu'à la fin de ce tunnel-là. Période difficile, mais j'espère que je reviendrai en Normandie. Normalement, je devais m'installer presque toute la semaine, là, puisque il y avait la formation à la MDSM et puis la journée d'études. Mais bon, c'est que partie remise. Je vais souvent dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, donc je passe régulièrement à Rouen. Vous êtes la bienvenue toujours en Normandie, évidemment. Au revoir à tous. Merci beaucoup.